Bonjour à tous, je suis Sandrine Bamba et vous suivez Emploi et Carrière. Emploi et Carrière, c'est votre magazine qui vous donne toutes les informations pour un meilleur emploi et pour une carrière professionnelle plus fructueuse. Pour ce numéro, nous parlerons de comment choisir une filière professionnelle. Nous aborderons également le budget personnel dans l'entrepreneuriat jeune. Ne quittez pas, nous revenons après ceci. Voilà, je suis en compagnie de André Cuyo. Il est expert consultant, spécialiste de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat. Et c'est avec lui que nous échangerons tout au long de ce magazine. Monsieur André Cuyo, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors, nous démarrons tout de suite avec notre première rubrique « Je veux un job ». Je veux un job qui aborde la thématique de comment choisir une bonne filière. Nous savons qu'avoir un bon job commence par choisir une bonne formation. Pour cela, il faut toujours bien choisir sa filière de formation. Comment choisir justement une bonne filière de formation? La question est sur toutes les lèvres des jeunes en quête de formation. Alors, André Cuyo, comment choisit-on une bonne filière? Merci, vous avez bien introduit. Évidemment, le choix d'une filière est un casse-tête pour les parents, pour les étudiants et même pour l'État. Tout à fait. Et donc, nous allons certainement, dans cette émission-là, donner quelques idées qui permettront aux parents, aux étudiants, même à l'État, d'avoir une idée beaucoup plus claire pour aider les étudiants à faire un bon choix de filière qui va déterminer leur carrière professionnelle et leur vie tout court. Ok. Et donc, si vous me permettez, le premier choix que nous avons pu identifier, c'est l'étudiant doit déjà avoir une motivation, même depuis sa tendre enfance. On a des enfants, dit moi je vais devenir médecin, je vais devenir pharmacien, je vais devenir journaliste, je vais devenir enseignant comme papa, je ne sais pas, ou bien je vais devenir journaliste comme Madame Bamba Sandrine. Et donc, mais lorsqu'il grandit, il doit refaire une autre étude pour voir est-ce que je voulais devenir journaliste, est-ce qu'il y a des compétences intellectuelles pour aider les journalistes. Est-ce que je voulais être médecin, mais est-ce que je comprends les maths? Est-ce que je comprends les SVT? Est-ce que je comprends les physiques? Est-ce que je comprends les matières qui sont associées? Et donc, l'étudiant doit faire son examen intérieur, mais de façon franche et sincère. Donc, l'étudiant doit essayer de se jauger, de se peser par rapport à ses objectifs de départ. Et voir s'il en a les compétences, le poids intellectuel, évidemment, pour exercer ce métier-là. Aussi voir si le métier n'a pas évolué avec le temps, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui évoluent avec le temps. Absolument, il y a des métiers il y a des métiers qui vont disparaître, qui disparaissent, ou bien qui s'améliorent. Donc c'est à lui de faire ce type de recherche pour voir est-ce que le métier que je veux choisir, est-ce que ce métier-là ne va pas avoir de disparition, est-ce que c'est un métier qui est évolutif, comment je vais rebondir, parce que le choix d'une filière détermine le choix d'une carrière professionnelle, donc le choix de sa vie tout court. Voilà. Et peut-être si vous me permettez, on peut continuer en disant que si on a étudié tout ça, mais il faut que l'étudiant sache quel est son projet professionnel. Le projet professionnel, la plupart des étudiants ne savent pas ce que c'est, mais un projet professionnel, c'est ce qui va déterminer votre comportement sur le marché de l'emploi, votre comportement à choisir la filière. Très souvent, on a des étudiants, tu leur demandes leur projet professionnel, ils n'en ont pas, mais ils sont certainement en droit. Et ils voulaient être, j'ai ce cas-là, l'étudiante voulait être hôtesse de l'air. Et là, je vais poser hôtesse de l'air et elle est en droit. Mais elle n'aime pas le droit. Elle a dit au cours, je suis en cours à ce moment-là avec ces étudiants-là, elle a dit qu'elle n'aime pas le droit, mais ses parents, peut-être que c'est pour interpeller aussi les parents. Justement, il y a des parents qui désirent que les enfants fassent le métier dont ils ont toujours rêvé. Ils ont toujours rêvé dans leur enfance qu'ils n'ont pas fait, donc peut-être que c'est une petite revanche. Mais voilà, la demoiselle, elle le dit, elle est en droit, elle est en licence privée, mais elle n'aime pas le droit. Et peut-être qu'elle va devenir juriste, c'est possible, mais elle sera rattrapée par l'amour qu'elle a en elle, qui enfuit. Elle va organiser peut-être des événements, elle va faire les entreprises d'hôtesse de l'aide, d'accueil, en étant autre chose. Donc, en fait, le métier rattrape. Et donc, il faut que les parents fassent attention. Au lieu que les parents obligent leurs enfants à choisir, c'est mieux d'avoir une discussion
Ouverte avec les enfants. Ouverte avec les enfants pour voir leur réelle motivation. Qu'est-ce qu'il veut faire? Le papa qui a une visibilité un peu plus grande que l'enfant, mais l'enfant aussi doit écouter son papa, mais il ne faut pas imposer. L'étudiant non plus ne doit pas imposer sa filière, parce que certainement il n'a pas des informations que son papa a, mais en même temps, le papa ne doit pas imposer. Il faut que ça se fasse autour d'une discussion franche et sincère avec son enfant. Tout à fait. Je pense également qu'il faut aussi faire une étude du marché, n'est-ce pas? Absolument, l'étude du marché c'est capital parce que l'étude du marché se fait comment? Déjà en voyant dans les journaux à grand tirage, quels sont les métiers qui sont demandés, quels sont les emplois qui sont sollicités. Tu veux faire un métier, mais on n'en demande jamais dans ces journaux-là. Tu vas sur le net, on n'en demande pas, ou on en demande peut-être une fois sur 10 ou une fois sur 15. Cela veut dire que ce n'est pas sollicité, il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a des métiers qui se créent, par exemple dans la presse. Il y a des métiers, tu as tous les métiers, les corps de métiers. Donc, les étudiants doivent avoir, en Côte d'Ivoire, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, il y a des nouvelles télévisions qui ont été agréées, il y a des anciennes qui existent. Tout à fait. Donc, c'est un corps de métiers que les jeunes peuvent déjà commencer à apprendre les différents métiers qui sont autour d'une télévision. C'est vrai, on voit les journalistes, mais il y a les caméramans, il y a plein de métiers à l'intérieur. Tout à fait. Donc, les étudiants, les jeunes peuvent voir ce type de métiers. Ils ont souvent ce type d'exemple. Voilà. Mais la plupart du temps, les gars choisissent les métiers et puis les filières. Demain qui les coince quelque part. La même filière, bon, il ne sait pas quels sont ses objectifs. Quel est le niveau de relation de ses propres parents? Tout à fait. Si quelqu'un dit à sa fille de faire la pharmacie, peut-être qu'il a prévu quelque chose pour qu'après on ouvre la pharmacie, toi tu le fais, mais tu fais comment? Il faudra aussi qu'elle soit bonne en mathématiques et physique et autres. Voilà, je pense également que l'État doit faire beaucoup attention aux différentes orientations de nos enfants après le bac, n'est-ce pas? Absolument, mais lorsque vous voyez dans nos grandes écoles universités privées, mais il y a des choses qui se passent. Tout à fait. Alors, l'étudiant, par exemple, l'État oriente en tenant compte des filières. C'est bien. L'étudiant qui a fait un bac C ou bien bac D, on l'envoie en général dans les matières informatiques et développement d'applications. Et les autres qui ont fait les bacs A, on les envoie directement en marketing, en management. C'est bien, mais dans la pratique, est-ce qu'on s'est rassuré que l'étudiant, lui-même, il a envie de faire la comptabilité? Tout à fait. Là, parce qu'il a eu un bac D qu'il avait envie de faire la comptabilité. Mais oui, c'était un cas, il y a des étudiants qu'on a envoyés dans une université à l'intérieur du pays, en droit, et puis l'étudiant a eu un bac C. Mais il n'est jamais allé à l'école. Et lorsqu'il a parlé à un autre, il dit, mais non, lui là, il y a un même qui a eu un bac C, a eu une mention, et on l'a affecté à l'université, à la faculté de droit, dans une université de l'intérieur du pays. Mais l'étudiant, il ne peut pas aller, il n'aime pas. Et comme il n'aime pas, il ne va pas à l'école. Mais en fait, l'État, et là encore c'est bon, mais l'État oriente souvent des gens dans les écoles privées. Or, l'État paye la scolarité, l'État se comprend par des parents, un père de famille. Donc l'État paye la scolarité de ces étudiants-là. Mais si tu as un étudiant qui n'aime pas la matière, l'État paye peut-être 1 million, 2 millions pour rien. Parce que l'étudiant, il ne va pas. Il ne va pas. Donc il faut discuter nous, à l'école, avant, il y avait des spécialistes en orientation qui venaient donner les conseils déjà pas de la 3e. Peut-être qu'il faudra le faire, peut-être qu'il faudra que les émissions, puisqu'on ne peut plus le faire, il y a beaucoup d'écoles, peut-être que ça pose des problèmes de moyens, il n'en sait rien, mais il faut qu'on informe l'étudiant sérieusement, il ne faut pas que les gens tirent dans tous les sens et on a l'impression qu'on se débat des étudiants. Aujourd'hui, on a un couturier ici qui a fait sciences économiques, il est devenu couturier. Mais pourquoi il n'a pas commencé à faire la couture au départ? Mais parce qu'on l'a orienté quelque part, il y est allé, mais après, voilà. Alors André Kio, qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces informations que vous venez de mettre à la disposition de nos téléspectateurs? Oui, mais que les parents aient une discussion franche avec leurs enfants avant de les orienter, que les parents écoutent leurs enfants, mais que les enfants aussi écoutent leurs parents parce que les parents ont une visibilité beaucoup plus grande. Tout à fait. Voilà. Et même on dit un parent qui est assis, il voit plus loin qu'un enfant qui est debout. Donc, le papa il voit plus loin. Il faut que les enfants ne disent pas que le papa il ne m'aime pas, mais il fait ceci, ça. Il faut que les gens discutent. Et que nous écoutons nos enfants, mais les enfants aussi doivent écouter les parents. Et l'État doit faire attention parce que dans les grandes écoles, il est légion que les étudiants sont dans les filières qui n'apprécient pas. Et très souvent, l'État paye des millions, quelquefois des milliards, et les étudiants, ça ne sert à rien, ils vont faire autre chose. Donc il faut faire attention. Voilà, c'est ce qu'il faut peut-être retenir dans un premier temps. Voilà. Il faut donc se renseigner sérieusement avant de choisir une filière qui va déterminer la carrière professionnelle et la vie tout court. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien pris note de tous ces conseils. Place est faite à présent à notre deuxième rubrique qui est la rubrique Espace Espoir.
Alors pour cette deuxième rubrique, nous sommes allés à la rencontre des promoteurs du groupe EDEC, une grande école de formation bien connue à Abidjan et dans certaines grandes villes du pays, notamment Boaké et San Pedro. Emilienne Dakuyo, DGA du groupe EDEC, nous emmène découvrir cet établissement d'enseignement supérieur et vous le verrez bien, de nombreuses innovations permettent de donner une plus-value aux formations du groupe EDEC. Regardons. Le groupe EDEC existe il y a 12 ans de cela et il est gouverné sous la propole du fondateur, M. Dakuyo Paul. Le groupe EDEC est représenté dans 3 villes, notamment Abidjan, Boaké et San Pedro. Voilà. Le groupe EDEC est spécialisé dans la formation des commerciaux, des gestionnaires d'entreprise, des financiers, des informaticiens. Il a pour vocation de former des cadres de gestion et dirigeants d'entreprise via une formation polyvalente et opérationnelle de haut niveau et une préparation au métier des décideurs à travers des séminaires, alternances, écoles, entreprises et stages de fin d'études. Voilà. Au sein du groupe EDEC, nous avons 2 types de formateurs. Nous avons des professeurs chercheurs, c'est-à-dire les docteurs, et des professeurs socio-entrepreneurs, c'est-à-dire qui travaillent dans les entreprises et qui viennent dispenser des cours et pourquoi pas des séminaires à nos étudiants. J'ai été recommandée par une amie. Et sincèrement, lorsque je suis venue, j'ai vu des changements. C'est-à-dire, les professeurs ici, je vais plus me baser sur les professeurs. Les professeurs ici sont un peu comme des pères. Qu'ils frappent là où il faut frapper fort et qu'ils encouragent là où il faut encourager. Ce sont nos points forts en fait. Très important la pratique. Voilà pourquoi j'ai choisi EDEC, qui nous donne la chance d'aller sur le terrain, d'aller voir ce qui se passe. Contrairement à d'autres établissements qui ne donnent pas la chance aux étudiants d'aller sur le terrain, aller chercher des clients, mais EDEC nous donne la chance. Après plusieurs demandes, le groupe EDEC, après réflexion, a décidé de pouvoir créer une entreprise virtuelle, voilà, qui aura les mêmes corps que l'entreprise physique. C'est de donner des cours à distance, faire des TD, exercices mains. Lors de la validation des modules, c'est de venir sur place au groupe EDEC pour pouvoir valider. Et l'université virtuelle est ouverte à tous, surtout à ceux qui sont à l'étranger qui aimeraient avoir des diplômes d'EDEC pour pouvoir continuer dans les différentes formations. Voilà. Ainsi aussi que les travailleurs qui n'ont vraiment pas le temps. Nous ici nous faisons les CC LMD, les cours commencent à 18h, ça finit à 20h. Généralement les travailleurs n'ont vraiment pas le temps, ils sont tout le temps en mission. Alors c'est pour ça qu'on a créé l'université virtuelle qui va permettre à aider ces travailleurs à pouvoir obtenir des diplômes au même titre que les étudiants qui sont ici. Voilà. Et je peux rassurer que nos diplômes sont reconnus, voilà, par l'État. On peut vraiment passer les concours avec tous nos diplômes. Le groupe EDEC a un cabinet de placement, le groupe Nemba Consulting. Il a pour mission de trouver des stages pour des étudiants qui ont le BTS, qui leur permettront de pouvoir soutenir afin de pouvoir continuer les cycles. Aussi pour les étudiants en fin de cycle Master 2, voilà, pour qu'ils puissent aussi soutenir leur mémoire. Et aussi nous avons aussi la chance que certaines entreprises nous appellent directement pour coopter nos étudiants.
parce qu'ils estiment que nos formations sont vraiment qualifiantes. Et aussi, c'est une grâce puisque cette année, nous avons eu 75% de réussite au BTS. Et ça, vraiment, c'est à féliciter et à encourager. Vous pouvez nous joindre au plus 225 22 48 78 66. Plus 225 49 26 46 44. Et même vous pouvez même aller sur le site groupeedec.com ou aller sur Google. Tout simplement, tapez le groupe EDEC Abidjan, vous verrez immédiatement le site de l'école avec toutes les informations que vous souhaitez avoir. Ainsi aussi les informations concernant le cours en ligne. Voilà, merci à Emilienne Dakuyo, DGA du groupe EDEC pour cette belle découverte. Nous passons à présent à notre troisième et dernière rubrique, Créer mon entreprise. Alors, nous sommes à la toute dernière rubrique de ce magazine qui est Créer mon entreprise. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que créer son entreprise, on a besoin forcément de beaucoup de moyens. Nous allons vous démontrer qu'on peut commencer sur fonds propres. Et c'est avec André Q encore que nous allons vous le démontrer. Les jeunes entrepreneurs ont toujours pensé qu'il faut attendre tout de l'État. Est-ce qu'il faut vraiment tout attendre de l'État? C'est la question qui est posée à notre consultant. Merci beaucoup, madame, pour la question. Elle est directe, elle est pertinente, elle est franche, elle est sincère. Merci à vous. Oui, mais en fait, je le dis, peut-être que c'est une déformation, comme je suis ancien, et surtout dans le milieu des étudiants, je les observe. Tout à fait. Et il n'y a pas longtemps, j'ai observé que les étudiants, enfin, je faisais un cours sur l'entrepreneuriat, j'ai demandé qui a un compte bancaire. Il y a 2 ou 3 qui ont levé la main, sur près de 60 étudiants. Et il y a une qui était juste sur la première table, elle est un portable, je ne vais pas dire la marque. Mais quand il a demandé, puisque moi, je ne suis pas trop, entre guillemets, branché sur les portables, donc je ne connais pas le prix, mais quand il a demandé, elle m'a dit que là, ça coûte 380 000. Alors, elle n'a pas de compte. Elle a un portable de 380 000. Je lui demande, mais il y a un portable qui coûte beaucoup moins cher et qui a les mêmes fonctions. Pourquoi ne pas payer un portable de 45 000 qui a les mêmes fonctions, pratiquement que pour elle? Et puis le reste, mettre dans un compte, sur un compte bancaire. Elle était étonnée. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez ça? Non, mais ça me plaît. D'accord, ça vous plaît, mais vous n'avez pas de compte. Et donc ça, si elle avait fait un choix, donc en fait, des gens, vous savez, peut-être qu'il va choquer les gens, mais il y a des parents qui disent que la pauvreté est un choix. Il y a des gens qui choisissent d'être riches et il y a des gens qui choisissent d'être pauvres. Donc pour lui, quand quelqu'un dit qu'il n'a pas l'argent, il ne comprend pas. Mais c'est possible parce qu'il y a des gens qui ont un portable de 380 000, 360 000, et puis il n'a aucun compte bancaire. Pourquoi ne pas prendre un portable de 45 000 ou même 100 000, et puis les 200 000 ouvrir un compte dans une microfinance? Ça, c'est possible. Au moins économiser. Oui, ça, c'est possible. Mais les gens aussi, il y a des étudiants qui j'ai vu, des jeunes qui font une sortie. Là, je le dis franchement, les étudiants, tu sais qu'ils font une sortie tous les week-ends. Lorsque vous leur demandez combien ils dépensent, ils se cotisent 20 000, 20 000, 20 000, ils sont 4. Ou bien 5, ça leur fait 100 000 ou 80 000 francs, ils sortent. Alors que cet argent aurait pu servir à autre chose. Moi, je ne leur demande même pas d'économiser tout cet argent qui sort 2 fois dans le mois, s'il ne peut pas s'empêcher. Parce que pour moi, tant qu'un étudiant doit étudier. Mais si un étudiant qui peut aller s'amuser et qui n'a pas les moyens de s'amuser, par exemple pour des sorties, mais qui sort 2 fois dans la semaine, et que les 20 000 francs qu'il prend pour sortir tous les samedis, lui seul, ça lui fait 80 000 francs pour les mois de 4 semaines, ça lui fait 100 000 francs pour les mois de 5 semaines, mais évidemment, il peut économiser les 40 000 francs sur un compte bancaire et en 10 mois, il aura 400 000. Tout à fait. Donc, moi, il me dit que les gens ont de l'argent, les parents leur donnent de l'argent parce que nous sommes dans des universités qui coûtent cher. Les parents donnent le minimum. Les étudiants, ils dépensent leur argent un peu à tort et à travers. Peut-être que ce n'est pas eux qui ont travaillé, donc ils ne se rendent pas compte. Alors, tu vas me demander, papa, donne-moi 1 million pour faire affaire. Mais ton passé qui t'a donné 100 000, 200 000 francs, il calcule sur un an, peut-être qu'il t'a donné 5 millions, peut-être qu'il t'a donné 1 million. Tu n'as même pas sur le compte. Quel courage ton papa peut avoir pour te donner de l'argent? Oh, un étudiant qui est malin. Et il y a d'autres étudiants, une qui m'a dit, j'ai mon argent dans une banque, une grande banque. J'étais étonné, elle dit, il y a 300 000. Mon papa t'a donné une assurance, il y a 300 000.
Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Vous comprenez? Il y a une fille, elle me l'a dit, monsieur, vous avez bien parlé, j'ai compris, elle n'a pas parlé tout le coup, a duré 4 heures, elle n'a rien dit. À la fin, elle m'a abordé, elle dit, moi j'ai 300 pour mon compte, qu'est-ce qu'il peut faire? J'aimerais bien acheter des actions en bourse. Comment il fait? Vous comprenez, non? Donc les gens peuvent le faire. Les sorties, les appels, il y a des gens qui communiquent 10 000 francs par mois. Pourquoi ne pas communiquer 5 000 francs par mois? Et ce n'est pas tout, il y a aussi des vêtements coûteux qu'ils s'achètent. Je préfère ne pas dire tout ça. Ils vont dire que le projet s'acharne sur nous. C'est vrai. Mais en fait, ils les observent. Les gens ont des dépenses qu'on appelle dans nos milieux les dépenses toxiques. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, c'est un comportement toxique qui ne t'amène nulle part. Tu fumes 2 paquets de cigarettes par jour. Fume un paquet, si tu ne peux pas arrêter, t'empoisonner, entre guillemets. Je n'ai rien contre les cigarettes, mais en fait, c'est du poison. Même sur les paquets de cigarettes, j'ai écrit abus dangereux pour la santé. Et à certains pays, on dit que ça peut tuer. C'est écrit, tu peux mourir. Donc les gens le savent. Qu'ils sachent qu'on peut économiser de l'argent en réduisant son train de vie. C'est un appel que leur lance. Ce n'est pas de leur demander d'être des moines, de vivre comme de façon ascète, mais d'économiser, de revoir dans leur vie qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Et puis le papa sera encouragé. Mais je vous assure, un fils qui vient dire à son père, papa, tu m'as donné 20 000, 30 000, j'ai économisé 500 000 sur mon compte, donne-moi 1 million, honnêtement, je ne vois pas un parent qui ne sera pas content pour donner, pour se ruiner même, pour aider ce fils-là, parce qu'on peut lui faire confiance. Mais si papa donne 300 000 tous les mois et que tu n'as rien, mais le papa, c'est pas très sûr. Il va dire qu'il faut aller à la fonction publique. Parce que d'abord, moi, tu ne vas pas manipuler l'argent. Justement, ce qui revient à dire qu'il faut aider nos parents à nous soutenir, à nous soutenir, à nous aider, c'est important. C'est important. Et tout le monde peut le faire, qu'on soit fils de paysans ou pas. Parce qu'il y a l'argent qu'on prend et qu'on fait souvent des choses inutiles qui ne sont pas nécessaires. Peut-être que c'est utile, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas indispensable. On n'est pas obligé d'avoir des costumes de 100 000, 200 000 francs lorsqu'on est étudiant. Il y a des costumes qu'on vend moins cher à 20 000, 25 000 francs. Il peut déjà le porter. Et très souvent, quand ils le font, ils attendent tout de l'État. Hein. Ils attendent que ce soit l'État qui vienne donner de l'emploi, des financements et autres. Et pourtant, on peut bien épargner soi-même. Vous voyez que j'évite de parler de l'État. Parce que imaginez, dans nos pays africains, les statistiques démontrent qu'on a 50 à 72-70% de jeunes. En Côte d'Ivoire, on a 23 millions de population, tel que ça a été recensé. Et le dernier recensement l'a prouvé. Si on prend 50%, ça fait 12 millions de jeunes. Supposons que l'État me donne aux jeunes, à 1 million de jeunes, un emploi, à 1 million de jeunes. Mais il reste 11 millions. Ça veut dire quoi? L'État ne peut pas aider tout le monde, même avec sa bonne volonté. L'État ne peut pas aider tout le monde. Il faut que les gens le comprennent. L'État veut, même si l'État donne l'argent à 2 millions, ce qui n'est même pas possible. Mais même à 2 millions, il va rester 10 millions. Donc les 10 millions de jeunes, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'il fait. Donc les jeunes, il faut que les jeunes comptent sur eux-mêmes. Il faut qu'ils se disent, moi je me suis réveillé, j'ai vu telle personne, moi je ne me lasse pas de parler de notre champion national, M. Diago. C'est monsieur, il l'a vu 2 fois sur moi, mais je parle de lui, mais il y en a beaucoup. Le monsieur qui est connu, il y a eu le Colette, la dame, elle aujourd'hui dans une pionnière du domaine de l'agriculture. De l'agriculture, voilà. Des vivriers. Mais elle ne savait pas lire le français ni rien. Mais à force de lutter. Mais il y en a beaucoup dans nos milieux, pas des femmes gourous. Au Togo, on a les mamies Bez, ça, on a Bez. Mais comment ces dames l'ont fait? En Côte d'Ivoire, on a des modèles. Je prends souvent des modèles. On dit le modèle Djoula. Il y a un monsieur qui a écrit, Koué Maurice, qui a écrit un livre sur le modèle Djoula. Mais ces gens, ils veulent entreprendre, ils n'ont pas l'argent, ils commencent à être chauffeurs ou bien apprentis. Il économise, il passe son permis, il devient chauffeur. Il économise, et puis un matin, il achète son taxi, il achète son baka, il achète son car. C'est comme ça. Mais les jeunes, ils veulent bondir, devenir milliardaires. Même, je le dis souvent, ça gêne les jeunes, ça choque les gens, mais même pour gagner à la loterie, il faut acheter, il faut gratter. Bien évidemment. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Donc, pour aussi obtenir un financement d'une banque, il faut quand même avoir... Tu vois, les banques demandent minimum 30%. Et les 110%, il faut avoir une garantie. Ce que les jeunes n'ont pas. Il faut demander un aval, ce que les jeunes n'ont pas. Je préfère ne pas parler des banques. Donc les jeunes, mais qu'ils ouvrent leurs comptes. Oui, toutes les banques ouvrent leurs comptes. En Côte d'Ivoire, ici, en tout cas, avec 10 000 francs, 15 000, on peut ouvrir un compte bancaire. Tous les jeunes devraient avoir un compte bancaire. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent? Mais si tu mets 5 000 francs à chaque fois, chaque fin de mois, même à la fin de l'année, ça te fera 60 000. À 10 mois, ça te fait 600 000. À 10 ans, ça te fait 600 000. Combien de jeunes, même les fonctionnaires, pour ne pas déborder,
Ah, mais c'est ça le problème. On anime les séminaires, mais il y a des gens, ils ont travaillé, mais il n'y a pas d'économie. Parce que tous les jours, quand ça rentre, ça sort. Ça rentre par la droite, ça sort par la gauche. Mais quand tu es dans ce mouvement-là, tu vas à la retraite. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tout à fait. Il faut que les gens se serrent la ceinture. C'est valable pour moi, c'est valable pour vous, c'est valable pour Bien évidemment. Alors, je pense que nous avons fait tout le tour de la question. André Cuyo, y a-t-il encore des zones d'ombre que nous n'avons pas pu aborder? On a dit l'essentiel, de toute façon on est limité dans le temps. Tout à fait. Donc on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout dire, mais je voudrais juste demander ou dire à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup. Aujourd'hui, il y a eu un appel du Soudan, j'ai été surpris agréablement, un diplomate, pour dire que sur notre émission, nous félicitons, nous leur disons merci. On nous appelle du Burkina, du Mali, du Congo, du Cameroun, partout, on leur dit merci. Ce que je voudrais dire pour conclure cette émission, c'est que si nous voulons que l'Afrique aille à l'émergence, c'est ce mot sur toutes les lèvres dans tous les pays africains et de tous nos hommes politiques. C'est bien, mais il nous faut des cadres compétents, une jeunesse de qualité. Si nous voulons aller à l'émergence, il faut une jeunesse qui entreprenne. Il faut une jeunesse qui se prend en charge. Or, il est démontré qu'on ne peut pas aller, on ne peut pas se développer avec la fonction publique. C'est plutôt l'entrepreneuriat qui développe. Tous les pays qui sont développés, c'est les pays industrialisés. C'est les pays qui sont industrialisés, c'est les pays qui ont basé leur économie sur le tissu économique. Et ça a été démontré. Et donc, cette formation, la qualité de cette jeunesse-là passe, n'est-ce pas, par la qualité de sa formation. Que la formation soit continue ou initiale, qu'elle soit qualifiante ou professionnelle, qu'elle soit diplômante ou, je ne sais pas, il faut que les jeunes se prennent en charge, parce qu'on ne peut pas se développer à une jeunesse aux abois. Et donc, le choix des filières pour que les jeunes ne soient pas aux abois, c'est extrêmement important. Le choix des écoles, on en avait parlé, c'est extrêmement important. On ne peut pas amener les écoles, les étudiants et nos enfants dans n'importe quelle école. Là, j'insiste, ça choque beaucoup de fondateurs, mais il faut que les gens fassent l'effort pour avoir des écoles qui font des vraies formations. Tout à fait. Des enseignants compétents, des enseignants qualifiés, formés pour. On ne peut pas former un Master 2 avec un BTS. Or, ça existe en Côte d'Ivoire. Et les gens le savent. Il faut que l'État jette un coup d'œil. Parce qu'on dit que les gens chôment parce qu'ils ne sont pas bien formés. Un étudiant bien formé, même s'il n'a pas un boulot, il peut se prendre en charge. Et donc, nous avons l'exemple de l'école, comme EDEC par exemple. C'est un bon groupe, les gens peuvent venir vérifier, ils ne sont pas obligés de s'inscrire. Mais c'est une école qui est créée par des anciens qualifiés et compétents, et nous leur disons merci. Nous disons merci parce que c'est ce genre d'école dont l'Afrique a besoin. C'est ce genre d'école dont notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin pour former des cadres compétents, des cadres qui sont prêts à relever le défi, n'est-ce pas? Et donc cette jeunesse-là a besoin de vraies écoles qui sont dirigées par des vrais enseignants, qui donnent des vraies formations pour que les étudiants soient des cadres efficients, des cadres efficaces. En tout cas, ensemble, nous allons déplacer des montagnes. Alors tout à fait, je pense que tout est bien dit et même très bien dit. André Cuyo, merci à vous d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. Et merci encore pour tous ces conseils avisés. Mais si c'est bien dit, c'est tant mieux. Merci, merci. Alors, chers téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Emploi et Carrière présentée par Sandrine Momba. D'ici là, portez-vous bien.